rebonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show Algérie, votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actu. Je suis ravie de vous retrouver ce soir accompagné de Mahdi Rezar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Faisal Matawi est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Il y a également Badis Nissa. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir Noël. Un petit bug au début de votre réponse Badis ce soir. C'est la fatigue. Et il y a également Kamel Mansari. Bonsoir Kamel, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir Noël. Nariman Zekar nous rejoindra également en dernière partie d'émission. Vous y êtes habitués, mesdames et messieurs. Au sommaire ce soir, la diplomatie algérienne droite dans ses bottes ne cédera pas aux intérêts politiciens et partisans. Le ministre des Affaires étrangères clarifie certains points, notamment le vote de l'Algérie de la résolution 2803. Il a découvert la vérité sur l'affaire Ben Barka. Stephen Smith est notre invité ce soir. Il nous dévoile les secrets de ce triple crime d'État impliquant le Maroc, Israël et la France. Au royaume des fake news et de la désinformation, Vincent Bolloré est roi. Focus ce soir sur les manigances du groupe Bolloré, un empire médiatique au service de l'extrême droite. C'est parti. Et on commence donc cette émission, messieurs, avec l'essentiel de l'actualité nationale. Nous venons de le voir juste avant le début de cette émission. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu jeudi 20 novembre dans la wilaya de Constantine en visite de travail. Il a procédé au lancement de grands chantiers, un stade ultramoderne, un nouveau CHU et la construction de plusieurs logements. Faisal. Absolument, c'est une visite importante dans cette troisième ville du pays, Constantine. C'est une grande agglomération, Constantine, avec presque 2 millions d'habitants. C'est une ville dont la population augmente chaque année. C'est pour noter qu'historiquement, Constantine, l'ancien Cirta, est l'une des villes les plus anciennes au monde. Plus de 5000 ans d'histoire. Donc la visite a commencé, le président Abdelmadjid Tebboune a commencé par rendre hommage à un grand homme, le savant Ahmed Ben Badis. Il a visité le cimetière où il est enterré. C'est un hommage aussi à cet homme qui a eu un grand rôle avant la guerre de libération nationale. Et aussi, il y a eu un bain de foule, comme on le voit à l'image, de la population de Constantine qui a consacré un grand accueil, un accueil chaleureux pour le président Abdelmadjid Tebboune qui, vous l'avez dit, Nouhed, a inauguré et a lancé des projets dont le projet étant entendu de l'ADL3, de logement qui est important, un projet qui a été entendu et le président avait fait une annonce, une promesse électorale, il a exécuté à partir de Constantine. Le projet lancé aussi le projet d'un CHU de Saint-Soli, c'est très important parce que Constantine attendait ce projet d'un CHU avec plus de 24 spécialités qui sera donc, une fois entré en opération dans 2-3 ans, d'un grand apport, notamment pour tout l'État algérien. Et en plus, effectivement, il a lancé un autre projet important aussi, parce que vous savez que la politique sportive du président Abdelmadjid Tebboune insiste sur la performance, sur les résultats, et on le voit qu'effectivement, les athlètes algériens donnent des résultats, un complexe sportif où il y aura donc beaucoup de disciplines, dont la nage et d'autres disciplines qui est donc ouvert à la jeunesse. Et dans son déclaration à Constantine, le président a insisté sur la jeunesse en soulignant que la jeunesse algérienne est la véritable richesse de l'Algérie, en plus bien sûr des richesses naturelles. Alors Badis, on revient justement sur l'importance de ces projets lancés par le président de la République, mais je pense qu'il est aussi important de revenir sur ce bain de foule que s'est offert le président de la République. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Le peuple algérien y a eu droit à Tindouf, à Tizi Ouzou et également le président de la République toujours proche de son peuple, de Béchar également, oui. Le président de la République toujours proche du peuple algérien. Tout à fait. Au-delà de l'aspect politique, effectivement, comme Faisal vient de détailler, c'est qu'il faut rappeler cette proximité du président de la République, son attachement à vouloir être à l'écoute de sa population, de son peuple. C'est le président populaire, c'est le président, l'homme du peuple, qui aujourd'hui parle au peuple. Il faut rappeler aussi qu'il a rencontré la société civile avec laquelle il a eu une écoute très attentive, notamment justement par rapport à ses attentes, mais aussi par rapport à son rôle qu'elle doit jouer. Je dois rappeler que le président de la République avait qualifié cette société civile de partenaire stratégique, notamment dans l'équation politique nationale et même internationale. Et c'est là où je veux en venir. Cette cohésion que nous sommes en train de voir à travers ces images, c'est ce qui fait la stabilité intérieure du pays, c'est ce qui fait par de facto la force de frappe diplomatique de l'Algérie à l'échelle internationale en défendant des causes justes, des causes nobles. Donc oui, il y a aussi une dynamique économique parce que le président de la République
tient beaucoup à cet équilibrage de développement, notamment local, vous l'avez dit, à travers des infrastructures, des projets structurants, des projets prometteurs, mais aussi il y a cette solidité institutionnelle dans laquelle s'inscrit le président de la République, encore une fois, avec ce contact du peuple. Et enfin... Donc finalement, c'est le projet le plus important, ce contact avec le peuple. C'est le socle, c'est la base. Exactement. Merci, Badis Madi. Oui, une précision, puisqu'on est dans les deux shows et qu'on dit ce qu'on pense, on n'est pas dans un média qui a été acheté par des grands milliardaires. Dans ce média-là, en tout cas, Al24, on revendique notre honnêteté intellectuelle. Moi, je voudrais faire la comparaison entre Abdelmajid Tebboune à Constantine avec le bain de foule et l'armistice qu'il y a eu le 11 novembre à Paris, où les Champs-Élysées ont dû être évacués pour que le président Macron puisse faire sa parade, d'accord, sans aucun Français ni Française, et les seules personnes qui ont été autorisées à être autour ont hué leurs représentants politiques. Donc moi je m'en fous, je mets les pieds dans le plat, adviendra que pourra. Adviendra que pourra. Merci Mahdi, le message est passé. En tout cas, on passe à autre chose. Parce que, excuse-moi, à ce qui paraît, nous on est une dictature et c'est la grande démocratie. L'Europe, c'est les grandes démocrates et nous on est une dictature. Vu le bain de foule, on se demande qui est la dictature et qui est la démocratie. En tout cas, ce qu'on retient, c'est cette image, je ne sais pas si on l'a au niveau de la régie, cette image du président de la République qui va embrasser le front d'un jeune homme et qui lui enlève sa casquette et qui la met sur la tête. On voit à quel point notre président est proche de son peuple et proche de sa jeunesse, notamment, Kamel. Ben oui, c'est devenu presque une signature, c'est devenu une signature chez tous les Algériens, de par le respect, de par le fait que c'est un président qui démontre qu'il est proche des citoyens. Il le fait, il n'hésite pas, en dépit de l'insistance et de l'enthousiasme on regarde les images, tout le monde veut lui serrer la main, il n'hésite pas d'aller vers les populations, c'est-à-dire ceux qui l'ont élu. Mais pour revenir un petit peu à tout ce qu'il a concrétisé ou ce qu'il a lancé à Constantine, il est important de souligner, par exemple, la nouvelle ville, Ali Menjeli, c'est une ville, pratiquement une deuxième ville, c'est plus de 600 000 habitants, et la construction d'un hôpital qui se trouve à localité Zouagui Slimane, c'est très important. Elle réduit la pression sur le CHU Ben Badis. Donc c'était très important qu'il y ait cet hôpital, et en plus spécialisé dans la neurologie et dans la cardiologie. Donc c'est pour réduire les distances, et surtout le président a insisté sur le fait de la prise en charge des patients de manière très très efficace. Donc ça, c'est important. Et le deuxième, le salon omnisport à laquelle a fait référence Faisal, c'est l'architecture qui attire l'attention, le style arabesque qui ressemble un petit peu à l'identité de la ville de Constantine. Parce qu'à l'origine, Constantine, par vocation, c'est une ville touristique. On est en train aujourd'hui, comme le Wali l'a démontré, enfin l'a présenté, la vieille ville est en plein réhabilitation, notamment Souiqa, Rahbat el-Djmal, Rahbat el-Souf, tous les anciens quartiers de Constantine sont en train d'être réhabilités pour faire de cette ville qui a été la capitale de la culture arabe, à la fois une ville moderne et une ville touristique. Donc, et en plus de ça, lui conférer son rôle de pôle régional à travers les investissements, notamment dans le domaine de santé, la pharmacie, avec le lancement du deuxième projet de l'UPC pour les maladies respiratoires et pour l'ORL, qui a été lancé, qui emploie aujourd'hui 500 personnes au minimum. Très bien, merci. Kamal, on enchaîne. Pendant qu'en Europe, on ferme des hôpitaux, pendant qu'en Europe, on ferme des hôpitaux par manque de moyens, par manque de personnel qualifié, et que 15 000 Algériens remplissent la PHP française pour sauver des vies tous les jours. Et le jour où j'entendrai tonton Emmanuel être appelé, le président, être appelé tonton Emmanuel, ou n'importe quel dirigeant européen être appelé avec l'affection que porte le peuple algérien à son président, à ce moment-là, je réfléchirai à deux fois avant de critiquer qui que ce soit. On laisse mourir des gens, des Français, sur des brancards, dans des couloirs. Je dis ça, je dirais. L'Algérie forme 13 000 médecins généralistes, et on va, avec l'instruction du président, à former 13 000 spécialistes, ce qui est énorme. C'est-à-dire, plus on a de spécialistes, plus on réduit les besoins, notamment dans les villes isolées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les zones d'ombre, ou bien les villes très éloignées des chefs-lieux. Donc c'est très important d'avoir
pourvu qu'on ne nous les vole pas. C'est-à-dire que ce soir, voilà, il y a un tweet qui disparaissent pas en France ou à l'étranger. J'ai vu un tweet tout à l'heure passer de Manon Aubry, qui est une députée, députée, je sais plus députée de gauche, je crois, PS ou LFI, qui a dit: ce soir à Paris il neige, il y a 3600 enfants qui dorment dehors. Terrible. Voilà, ça veut tout dire. Une bonne partie. Ça veut tout dire. Je ne dirais pas une grande, mais une bonne partie de la population française saute les repas à cause de la pauvreté, parce que ça n'apparaît pas dans les rapports de la Banque mondiale, dans les rapports internationaux qui s'intéressent qu'aux pays africains. Eh bien oui, il y a un seuil de pauvreté qui a été dépassé en France à cause de la crise économique, parce que la France croule sous une dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Non mais rapidement. Vous voulez pas qu'on enchaîne? Vous voulez qu'on reste sur ce sujet? Allez-y. On parle nommé chef d'État français qui a été au Brésil pour parler de la fin du monde, alors que la fin du mois est très difficile à passer pour les Français. Déjà pour les Français, oui. Très bien, messieurs. Coopération entre Alger et Hanoï. Cette fois-ci, le Premier ministre vietnamien était à Alger la semaine dernière. Il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune Faïsal. Absolument, c'est une rencontre importante, parce que le Vietnam est un pays émergent, c'est un pays dont le PIB dépasse les 600 milliards de dollars annuellement, et en 20 ans, le PIB par habitant est passé de à peu près 200 dollars à plus de 4000 dollars par habitant. Ça veut dire que c'est une économie émergente, c'est une économie qui attire beaucoup d'investisseurs, notamment l'investissement direct qui dépasse les 30 milliards de dollars annuellement. Donc c'est vraiment un pays important, et en plus, et cela a été rappelé par le Premier ministre vietnamien qu'on voit à l'image, et par le Premier ministre algérien, M. Seyfi Riyeb, lors de la présidence du Forum des affaires entre les deux pays. Ça fait longtemps d'ailleurs, entre parenthèses, qu'un haut responsable vietnamien n'est pas venu en Algérie. Et les rapports, ils sont anciens, ils sont historiques, parce que les deux pays ont lutté contre le colonialisme, notamment français et américain pour les Vietnamiens, et donc ils partagent cette idée de l'anticolonialisme, et partagent cette idée d'un tiers-monde, ou maintenant du Sud global, qui coopère. Et donc appel a été lancé durant cette rencontre avec le président Tebboune et aussi avec le Premier ministre de consolider les rapports. Il y a un accord qui a été signé entre les deux sociétés pétrolières, Petro-Vietnam et Sonatrach, pour un nouveau projet d'exploration pétrolière, et aussi d'autres accords qui sont à l'étude actuellement dans les domaines de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et même aussi dans le domaine culturel de l'enseignement supérieur. Le Vietnam pourrait être un grand partenaire pour l'Algérie dans la zone asiatique, en Asie, puisque les deux premiers ministres ont souligné le fait qu'il y ait des échanges, mais ce n'est pas au niveau voulu par les deux dirigeants du pays, parce que ça ne dépasse pas les 400 millions de dollars annuellement, et ces échanges peuvent augmenter dans le futur avec cette relance de la coopération entre les deux pays. Donc en fait, en d'autres termes, cette visite devrait ouvrir des perspectives nouvelles et élargir, Kamel, justement, des voies de coopération jusque-là peu ou très peu exploitées. Moi, je voulais dire, mais qui ne se rappelle pas de cette image lorsque l'ambassadeur vietnamien est venu à Alger pour embrasser le président Houari Boumedienne. Oui. Pourquoi je vous rappelle ça? Parce que l'Algérie a été l'un des vrais défenseurs de la cause vietnamienne lors de sa guerre contre l'occupation américaine. Nous avons été vraiment aux côtés du peuple algérien. Diap, le général Diap, faisait d'Alger sa deuxième capitale après un an. Et c'est vrai que dans le domaine de la coopération, c'est vrai que, comme l'a dit Faisal, 400 millions, c'est par rapport à un pays qui est 30e au monde en termes de PIB, donc c'est peu. Mais au début des années 90, jusqu'à la fin des années 90, c'était un peu plus que ça. La moyenne était de 600 millions par an, mais ça a été réduit en raison, je crois que l'accord d'association nous a fait beaucoup de mal avec l'Union européenne. C'est-à-dire nous avons changé de partenaire. Nous étions tournés vers des pays comme le Vietnam. Maintenant, nous avons cet accord nous a un petit peu piégés. Mais pour revenir à la coopération, il y a surtout le segment agricole qui est très important. Et ça, c'est parce que les Vietnamiens ont une grande expérience, notamment dans les cultures maraîchères. Et c'est là où l'expérience vietnamienne est intéressante, d'autant plus que la technologie, qui est devenue un des sujets phares ou un des secteurs phares dans la coopération, ou bien dans le développement des pays. Moi, je tiens juste à rappeler une notion très importante, c'est qu'effectivement, on parle d'un retour historique d'alliance des non-alliés
à travers un prisme différent aujourd'hui qui est celui de la diversification et de la complémentarité. Il faut rappeler que l'Algérie se diversifie en matière de partenariat stratégique, mais au-delà, c'est-à-dire aujourd'hui, elle ouvre des ponts diplomatiques Afrique-Asie qui sont illustrés aujourd'hui à travers le Vietnam, comme ça a été dit, effectivement, un pays référence à bien des égards sur plusieurs secteurs. Et puis aussi, il faut rappeler Donc que... en fait, en d'autres termes, Badis, excusez-moi, l'Algérie devrait être une porte d'entrée pour le Vietnam sur le continent africain. Pas que, on peut considérer cela à une échelle beaucoup plus grande sur le sud global, dans lequel l'Algérie est leader. Et effectivement, cette complémentarité, loin des, je dirais, condescendances, ou même du paternalisme, ou même du cannibalisme, ou interférence de certains pays occidentaux, aujourd'hui, il est pour les deux pays et le sud global en général des solutions internes, des solutions complémentaires, indépendantes, souveraines pour effectivement trouver des solutions à des problèmes du sud global. Très bien, merci. Badis, on continue, messieurs, si vous le voulez bien, avec le sommet. Excusez-moi, l'ambassadeur vietnamien a fait un excellent témoignage, très émouvant, dans l'émission Algérie Regarde ambassadeur, où il a parlé des Algériens qui sont partis faire la guerre d'Indochine. Et quand les Algériens ont vu que c'était injuste, les Algériens ont changé de camp et ont combattu avec les Vietnamiens contre l'occupation coloniale. Il faut le savoir ça aussi, et l'ambassadeur vietnamien l'a fait justement dans cette émission, dans une chaîne collègue à nous, un très beau reportage justement où il parle de ça, il parle des Algériens qui ont aidé les Vietnamiens pendant la guerre d'Indochine. On a perdu des journalistes aussi en 1914. Vous étiez 10 journalistes algériens. Ça a été une émission très émouvante justement parce qu'il a parlé de la force des Algériens qui ont fait ça pour défendre l'anticolonialisme. Tout ça pour dire que le Vietnam et l'Algérie ont donc finalement des relations très ancrées, très fraternelles, des relations historiques. Et prometteuses, exactement. On enchaîne, messieurs, avec le sommet du G20 qui s'est ouvert hier à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec la participation du Premier ministre algérien Sifri Rib, en sa qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune. Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, était également présent à Johannesburg. Faisal. Absolument, c'est un sommet important aussi, autant que l'est l'Afrique du Sud, qui a donc un partenariat stratégique avec l'Algérie, comme nous venons d'évoquer le Vietnam. Le G20, cette fois-ci, s'est intéressé à des sujets qui concernent directement l'Afrique, comme le réchauffement climatique. Le président Abdelmadjid Tebboune, dans son discours, lui, en son nom par Monsieur le Premier ministre Sifri Rib, a évoqué les dangers du changement climatique, constatés d'ailleurs par les Algériens chaque jour, avec la sécheresse, avec les inondations, avec les feux de forêt, etc. Et le président Tebboune a rappelé toutes les mesures qui ont été prises, notamment la création d'un fonds national de coopération agricole, le fonds de solidarité nationale et le fonds de garantie contre les calamités naturelles et agricoles pour un peu compenser les pertes pour les agriculteurs. Et l'autre point évoqué par le président Tebboune, c'est la question de la transition énergétique, parce qu'elle est très importante pour les Africains. Il a rappelé qu'actuellement, l'Algérie est en train en partenariat avec certains pays, de développer l'énergie verte, notamment l'hydrogène vert. Et il a appelé les pays africains donc à profiter de l'expérience algérienne et aussi à profiter de la surproduction, par exemple, de l'électricité. L'Algérie produit plus de 25 000 MW annuellement et ça permet donc à des pays voisins de pouvoir bénéficier, comme c'est le cas par exemple pour la Tunisie et pour la Libye. Et malgré que l'Afrique est un grand producteur d'énergie, il ne profite pas réellement de l'énergie. C'est le chiffre donné par le président Tebboune, par exemple. 45% de l'Afrique est électrifiée, c'est-à-dire que la moitié du continent n'a pas d'électricité, ce qui est anormal pour un pays riche. Donc, ce plaidoyer pour la solidarité, ce plaidoyer pour la justice et l'équité a été donc le credo de ce discours du président Tebboune dans ce sommet important où il y a ce qu'on appelle grande puissance économique mondiale qui devrait aussi penser à l'Afrique. Parce qu'actuellement, ces dernières années, on l'a constaté, tout à l'heure, Badis parlait de cannibalisme. C'est vrai qu'il y a eu du cannibalisme du côté des anciens colonisateurs, parce que l'Afrique n'est vue que comme un réservoir d'eau, de pétrole, de gaz ou de produits agricoles. Mais qu'en est-il des populations qui y vivent ? C'est presque 1 milliard d'Africains qui vivent. Et donc cette équité, cet équilibre va dans le sens du Sud global défendu beaucoup actuellement par plusieurs pays, donc des 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Alors le sommet du G20, messieurs, c'était l'occasion de rappeler que l'Algérie, fidèle à sa tradition de solidarité régionale, plaide pour une réforme profonde des institutions financières internationales et un soutien concret aux États les plus vulnérables, Badis. Tout à fait. D'ailleurs, l'Algérie a plaidé depuis quelques années
y compris aujourd'hui dans son rôle au Conseil de sécurité, a plus de représentativité et donc plus d'équilibre, notamment dans le forum décisionnel des pays et des puissances. Donc aujourd'hui, il n'est pas normal que l'Afrique n'a pas sa représentation digne de ce nom, un continent comme disait Rissal, qui a des opportunités, mais surtout aussi où se concentre la majorité des richesses du monde, de la planète. Et aussi parce que l'Algérie aujourd'hui plaide pour les sans-voix, notamment les voix des peuples opprimés, pour aussi une équité en matière de décision, notamment sur la géosécurité, l'architecture sécuritaire, mais aussi le développement. Et d'ailleurs, je reviens sur le discours du président de la République qui a été élu par le Premier ministre, c'est que on voit cette bienveillance, cet altruisme diplomatique, notamment dans l'Algérie, à travers le partage d'énergie, à savoir le savoir-faire, à savoir l'énergie, notamment sur l'hydrogène pour la transition écologique. Donc l'Algérie est disposée aujourd'hui, comme elle l'a été de tout temps, à accompagner notamment l'Afrique, à accompagner aussi, puisqu'on parle de multilatéralisme stratégique. Là aussi, l'Algérie s'inscrit dans ce sillage pour dire qu'effectivement, elle n'a pas d'idéologie en matière d'intérêt commun et de collectif et du monde. Au contraire, elle le défend bec et ongle. Et aujourd'hui, elle le fait savoir en étant ce porte-drapeau digne de la voix des sous-représentés. Mahdi, l'Algérie qui plaide également pour l'effacement d'une partie de la dette du continent africain. L'Algérie, comme d'habitude, qui essaie d'essayer d'aider au maximum ses voisins africains pour le développement du continent. Nous sommes africains avant tout. Et le président Abdelmadjid Tebboune l'a bien dit, il aidera l'Afrique et il y a eu une réorientation géostratégique vers l'Afrique depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019. L'Afrique a trop longtemps été mise de côté sur les années précédentes, sur les décennies précédentes, et maintenant l'Afrique reprend toute sa place dans l'échiquier politique de l'Algérie, et c'est très important. Voilà, nous sommes africains, nous sommes algériens, et nous sommes africains également, et nous voulons aider nos voisins africains. Nous sommes aussi méditerranéens, Mahdi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a justement été honoré cette semaine par le Comité international des Jeux méditerranéens et s'est vu décerner l'Ordre du Mérite, la plus haute distinction du comité, en reconnaissance de son dévouement au sport et de sa contribution personnelle, Kamal, à l'organisation et au succès des Jeux méditerranéens durant 2022. Oui, c'est parce que sur le plan des chiffres, bien évidemment, ça a été un grand succès. On a vu de par le nombre de participants, et en plus, de par les résultats obtenus, surtout les conditions d'accueil qui ont été vraiment saluées par l'ensemble des participants, et surtout, le fait que la vélocité et la facilité avec lesquelles se sont déroulées surtout les inscriptions depuis le départ jusqu'au départ des délégations. Et c'est normal parce que sur l'événement chapeauté par le président de la République, il était tout à fait naturel que le CIGM renvoie la balle au président de la République en guise de remerciement, et on voit dans les images comment cette distinction ou cette reconnaissance vient à point nommé dans le sens où on est dans une phase de développement du sport, et en même temps de regard, on essaye par tous les moyens, d'accueillir davantage d'événements dans le futur pour justement rééditer ce genre d'exploits qui sont les Jeux méditerranéens. Pourquoi pas un jour des Jeux olympiques en Algérie? L'Algérie a organisé 2 fois les Jeux méditerranéens en 1975 et 2022. Et on a vu comment le stade Hetfi avait accueilli cette belle cérémonie de stade Hetfi, qui est le nouveau stade d'Oran, plus le village méditerranéen qui est maintenant propice à la ville d'Oran, parce que ce village est en train d'accueillir des artistes, des sportifs quand il y a des grands événements. Et on a vu qu'une ville d'Oran, la deuxième ville du pays, on parlait tout à l'heure de Constantine, la troisième ville, pouvait accueillir un grand événement international, puisque plus de 5000 athlètes étaient présents, plus de 4000 journalistes, en plus des participants algériens. Donc c'était un événement qui est réussi sur le plan sportif, et compris sur le plan touristique, parce que beaucoup de monde revient à Oran grâce aux Jeux méditerranéens de 2022. Et on a découvert la ville d'Oran, sur le plan touristique. Santa Cruz et le port espagnol, etc. Rapidement, je reviens sur la distinction. C'est une distinction quand même qui est la consécration de l'engagement du chef de l'État, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son engagement par rapport à la diplomatie du sport. Lui qui a mis tous les moyens à titre personnel, effectivement, pour faire rayonner le sport algérien à l'échelle planétaire. Une dernière information, messieurs, c'est le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a animé ce mardi 18 novembre une conférence de presse au cours de laquelle il a abordé plusieurs points, en tête desquels ce vote de l'Algérie du plan américain pour l'après-guerre à Gaza, donc résolution 2803 Badissa.
Tout à fait. Alors, c'est une mise au point, mais surtout aussi une fin des spéculations. Donc, la résolution 2803, c'est, je dirais, le sauvetage de la cause palestinienne à travers les amendements vitaux, je dis bien vitaux, qu'a apporté l'Algérie. Et aujourd'hui, cette résolution, il faut rappeler aussi qu'elle est une résolution technique pour Gaza et non pas politique pour la Palestine. C'est très important de le rappeler. Donc, elle sert effectivement à mettre fin à des souffrances, un génocide, à ciel ouvert notamment, d'une entité sioniste voyou, et aussi d'apporter une aide humanitaire tant attendue par effectivement le peuple palestinien. Donc c'est une conférence, je dirais, où effectivement il met les points sur les i, mais surtout aussi pour mettre un terme à ces spéculations, mettre un terme à ces fake news. Bien, Il y a aussi le plus important dans la conférence de presse, c'est de préciser la position algérienne. Pourquoi on a voté, qu'est-ce qu'on a voté et qu'est-ce qu'on a apporté comme amendement. C'était justement le fait de mettre fin, d'interdire qu'il y ait le moindre déplacement des populations. On va y revenir, Kamal, justement, on va y revenir. Donc c'est ça on va revenir, d'accord. Mais c'était le plus important, c'est de dire au monde que la résolution touchait surtout au fait qu'on ne peut pas déplacer les populations palestiniennes, qui était un objectif israélien. Et Ahmed Attaf n'a pas abordé que le sujet de cette résolution. Il a également abordé, messieurs, d'autres sujets d'intérêt donc pour l'Algérie, à savoir le Sahara occidental ou encore le Mali. Faisal. Absolument, la situation au Mali, dans la région sahélienne, la question du Sahara occidental, parce que comme le disait Badis, il y a beaucoup de fausses informations, de fake news et de fausses interprétations de la position algérienne. Il y a des gens visiblement qui sont tapis dans l'ombre et d'autres qui sont sur les réseaux sociaux qui s'intéressent qu'à la position diplomatique de l'Algérie. L'Algérie n'a aucun complexe par rapport aux questions du Sahara occidental, par rapport à la question du peuple palestinien. Elle a toujours défendu le droit du peuple à l'autodétermination et à la décolonisation. Et là que M. Attaf, donc le chef de la diplomatie algérienne, a clairement rappelé les positions de l'Algérie et les priorités en matière de respect des résolutions onusiennes, le respect des droits des Palestiniens, du peuple sahraoui, mais également des relations de bon voisinage avec un pays comme le Mali qui est en train d'avoir des difficultés économiques et politiques internes, des relations avec le Niger qui est un autre voisin. Donc c'est des clarifications qui étaient nécessaires face à une déferlante de fake news. On reviendra tout à l'heure dans justement des clarifications sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure et des positions diplomatiques algériennes sur lesquelles nous allons nous attarder davantage tout à l'heure en troisième partie d'émission. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.